BFM Business, le focus de Tech Co. On parle des électrosensibles ce soir avec nos invités. J'accueille le professeur Alain Privat. Alain Privat, bonsoir. Bonsoir. Neurologue, membre de l'Académie de médecine. Vous nous direz ce que vous pensez de cette maladie, si c'en est une, parce qu'en France, ce n'est pas reconnu comme tel. Neurobiologiste, j'ai dit neurologue. Bon. Neurobiologiste. Neurobiologiste, c'est mieux. Antoine Samac est à votre gauche, cofondateur de PhaseUp, une start-up qui prend justement, en tout cas qui surfe, j'ai envie de dire, sur cette vague. Essaie de tenir compte plutôt de cette problématique. Vous tenez compte de ces inquiétudes, parce que maintenant les ondes sont partout et sont appelées encore à se développer. On verra quelle est votre idée, votre projet. Et puis Frédéric Berger, qui m'accompagne de bfmbusiness.com. Salut Frédéric. Alors peut-être, professeur, pour démarrer avec vous, comment vous regardez le débat, sachant que vous suivez ça depuis très longtemps. Je le disais hors antenne, je vous avais appelé, moi, il y a plus d'une dizaine d'années, j'étais encore jeune étudiant en journalisme, et j'enquêtais aussi sur les ondes, parce que c'est un vieux débat. Et vous me racontiez un petit peu sur quoi vous travailliez à l'époque, sur les rats, à travers ce consortium Comobio, et vous aviez trouvé des choses. Oui, effectivement, on a commencé à travailler sur ce sujet à la fin des années 90, 99-2000. On a beaucoup de recul maintenant. On a beaucoup de recul. Et nos premières publications sur le sujet remontent à 2002-2003. On a montré à l'époque, sur des rats, que l'exposition à des ondes électromagnétiques similaires en intensité et en fréquence à celles qui sont émises par les téléphones portables entraîne des modifications au niveau du cerveau. Alors ce sont des modifications qui ne sont pas extrêmement graves en elles-mêmes, mais qui sont éventuellement la base de maladies qui peuvent être beaucoup plus graves, qui peuvent être l'épilepsie, qui peuvent être le Parkinson, et peut-être, mais là c'est beaucoup plus lointain comme lien, des lésions, en quelque sorte des cancers, des lésions tumorales du cerveau, lésions tumeurs bénignes ou tumeurs malignes. Donc il y a quand même quelque chose qu'il faut certainement mieux caractériser et mieux suivre, parce que nous sommes tous, les uns et les autres, soumis à ces ondes électromagnétiques. Nous utilisons tous des téléphones portables, on les pose très souvent contre l'oreille. Beaucoup dorment à côté. Beaucoup dorment à côté. Au cas où, si on veut les appeler, les joindre, voilà. On pense aussi à une sous-population qui est extrêmement visée par cela, c'est les enfants, parce que leur système nerveux est en train de se construire. Vous décommandez le téléphone pour les moins de 12, moins de 15, j'ai 5 petits-enfants qui ont entre 4 ans et 10 ans. Qu'est-ce que vous leur dites? Et je leur dis non. Après ça, on verra. Quand pas avant quel âge alors? Pas avant 15-16 ans. 15-16 ans. Pas avant 15-16 ans. Parce qu'on sait que le système nerveux aujourd'hui, les gamins à 10 à se construire, sont équipés. Mais bon, alors pas d'utilisation abusive. Bien entendu, si c'est 1 ou 2 minutes, si c'est simplement le fait d'avoir le téléphone pour pouvoir appeler les parents, qu'on vienne les chercher à la sortie de l'école. C'est intéressant que vous teniez ce discours-là, parce que vous n'êtes pas anti-antenne, anti-téléphone, proche d'associations écologistes ou quoi, environnementales. C'est pas du tout le cas. On pourrait même presque dire le contraire. Enfin, on n'est pas travaillé pour les opérateurs, mais ce consortium dans lequel vous étiez était financé essentiellement par des opérateurs au début des années 2000. Tout à fait. Et quand vous trouvez des trucs, qu'est-ce qu'ils vous ont dit là? Ils n'ont pas été très enthousiastes là-dessus, et je dois dire que les contrats, on a demandé à ce que ces contrats puissent être renouvelés pour aller un tout petit peu plus loin dans ces études fondamentales, et nos contrats n'ont pas été renouvelés. Ah, on va couper les vivants. On a coupé les vivants. Bon. Heureusement, je précise d'ailleurs qu'on les a tous invités ce soir, Free compris, oui. Et que personne n'a tenu à être parmi nous. Oui. Autour de la table. Heureusement, si vous voulez, des études ont pu continuer dans un organisme public qui s'appelle l'INERIS, et un de mes collaborateurs de l'époque, qui s'appelle René de Sèze, a pu continuer à travailler là-dessus, et il a continué à sortir une série de travaux. Et je voudrais citer le dernier travail, qui lui n'est pas sur le rat, mais sur l'homme. Il a pu montrer sur une série de volontaires, une trentaine de volontaires, qu'il y avait des modifications de l'électroencéphalogramme à la suite justement d'une exposition d'une demi-heure à un téléphone portable. Donc, c'est quelque chose... Il faut savoir, est-ce que c'est grave ou pas? Après, il peut y avoir un effet biologique. Oui, mais vous savez, le cerveau est un organe extrêmement fragile. Frédéric? J'avais une question, oui. Une question, ouais. C'était, oui, on en a un petit peu discuté, on a effleuré le sujet. Combien de personnes, actuellement, selon vos estimations, sont concernées
par ces troubles, on va dire. Je parle des troubles maux de tête, enfin, pas des le cancer, Alors, ça fait Bon, les troubles, les personnes que l'on appelle électrosensibles, dont on parle beaucoup parce que ce sont des personnes qui sont obligées d'être à distance de toute onde électromagnétique, etc. La proportion, c'est environ 1 pour 10 000. Il y en a peut-être 6 ou 7 000 en France. Mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et à côté de cette partie émergée, il y a tout un chacun avec des sensibilités qui sont certainement différentes parce que il y a des personnes qui ne se plaignent de rien et puis il y a des personnes qui disent ah bah oui effectivement j'ai des céphalées. Alors bon, on n'est pas à même mal à la tête, hein. Céphalée c'est mal à la tête et donc on n'est pas à même toujours de dire il y a un lien entre ces céphalées et le téléphone, mais on se pose la question parce qu'on sait très bien que c'est si vous voulez peut-être un intermédiaire entre rien du tout et puis quelque chose qui est en train de peut-être devenir grave. Malheureusement, il y a beaucoup d'études, on va aussi chercher du côté de l'OMS et tout ça. On a du mal à se faire une religion. Comment vous avez regardé ça chez FASUP, Antoine, en tout cas, vous avez pris ça effectivement très au sérieux. Est-ce que vous êtes penché d'ailleurs justement dans l'étude scientifique là? Alors oui, disons que nous, notre démarche a été d'essayer d'y voir clair et d'être capable d'apporter une expertise qui soit un petit peu déconnectée non pas du débat scientifique, mais tout simplement de toute cette pas désinformation non plus, hein, mais de toute cette quantité. Allez-y, parce que c'est vrai que souvent c'est pour ou contre, c'est-à-dire il faut choisir, soit c'est le progrès, arrêtons à pas perdre de temps avec ça, soit non, je suis anti-portable, il y a une grande masse d'informations. Je n'en ai pas. Ouais. Voilà. Il y a trop d'informations. Il y a des informations qui sont trop difficiles, trop techniques à analyser. Lorsqu'on parle de débat scientifique, pour le grand public, ce n'est pas possible de se faire une idée sur telle ou telle ou telle étude. Déjà que les scientifiques eux-mêmes ont du mal à se mettre d'accord et à débattre. Donc finalement, il y a une sorte de flou généralisé qui est entretenu et qui fait que le grand public n'a pas finalement de visibilité sur ce qui se passe. Et donc, c'est une situation qui perdure et qui est assez compliquée. Quelle est votre réponse là en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce que vous vous dites là quand vous vous lancez là-dessus? Moi, j'ai une approche qui est assez personnelle parce qu'au départ, j'ai utilisé le téléphone mobile étant très jeune, dans le milieu des années 90. Les téléphones étaient plus puissants à l'époque et je ressentais clairement des gênes très importantes en l'utilisant. Personne n'avait. Ça chauffait l'oreille, ça chauffait, ça faisait des maux des de courants tête électriques qui traversaient la tête, ça faisait des douleurs un peu violentes dans la tête. Et donc, nos amis qui n'avaient pas non plus de téléphone, puisque c'était extrêmement rare d'en avoir un, dès lors qu'ils utilisaient notre téléphone une demi-heure, etc., ressentaient exactement les mêmes symptômes. Donc, bon, et puis en même temps, on se dit que les ondes électromagnétiques ont forcément une incidence sur. On est composé d'eau, on est électrosensible par nature. On est composé d'eau, nos cellules communiquent avec des courants électriques, etc. Donc, c'est pas fou de penser que ça peut interférer avec le corps humain, tout simplement. C'est du bon sens, on n'a pas besoin d'être médecin pour ça. Donc, un problème, une solution, comme toujours avec les start-upers. Exact. Qu'est-ce que vous vous dites? Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure des rencontres, au fil des rencontres, mon associé et moi, donc, et mon frère jumeau, nous sommes intéressés à cette problématique et avons essayé de savoir qui fait quoi, donc de voir un petit peu tout ce qui se faisait en matière de propriété intellectuelle, de méthodologie pour pouvoir démontrer que ça fonctionne, etc. Comprendre le marché, analyser l'évolution permanente des télécoms qui font qu'on passe des réseaux 2G, 3G, 4G, les formats des téléphones changent en permanence. C'est pas évident de trouver une solution. Jusqu'à, effectivement, avec beaucoup de travail et de recul et d'expérience, on a réussi à mettre au point un produit. Donc, on est copropriétaire d'un brevet d'invention qui a été inventé par un inventeur et que nous avons amélioré et que nous avons adapté aux smartphones actuels, en tout cas une grande partie des smartphones actuels. C'est un patch, c'est un patch et ça réduit, vous assurez notamment de 95% le risque de maux de tête. Là. Alors, mal de tête. Non, il n'y a pas de notion comme ça sur les pathologies. En fait, c'est que c'est une antenne passive qui se colle précisément sur le dos de la gamme de mobiles compatibles. Il y en a plus d'une soixantaine et ça permet de réduire très fortement l'absorption des ondes quand on téléphone. C'est-à-dire qu'un téléphone, quand vous l'utilisez à la tête ou dans le corps, il vous envoie plein d'ondes que vous absorbez. Et cette antenne passive va permettre de réguler la puissance du téléphone et ça va permettre de réduire de manière très importante la quantité d'ondes que vous absorbez. Et ça, c'est mesuré sur la norme internationale qui est le DAS, donc le débit d'absorption spécifique, qui est une norme qui finalement est très peu connue. Une personne sur 10 environ sait ce que c'est. Même si les opérateurs et les constructeurs sont obligés de communiquer dessus. Il y a toujours en bas à droite, dès que vous voyez une pub pour un iPhone, un Samsung, le DAS quelque part dans la publicité. C'est obligatoire. Malheureusement, c'est méconnu.
Ouais. Pourtant, le gouvernement s'était fixé pour objectif de vraiment faire connaître cet indice et de communiquer sur ces sujets. Mais finalement, je pense que ça n'intéresse pas les gens dans l'absolu, ce genre de choses, parce que le téléphone portable est devenu un outil tellement essentiel et en même temps, c'est aussi un super gadget, c'est un super jouet. Bon, il y a des enjeux économiques considérable, Frédéric, mais c'est vrai qu'on a quand même été bien sensibilisé depuis des années en disant tiens, restez pas trop longtemps, pas trop de communication, utilisez votre kit piéton. Tout ça, quand même, les gens sont à peu près au courant. Oui, les gens sont au courant, mais est-ce qu'ils l'appliquent, je ne sais pas. Effectivement, les gens dorment avec leur téléphone. Enfin, ça devient aussi un objet comment dire, addictif. Si on dort C'est à un moins d'un problème mètre, aussi, hein. professeur, est-ce que c'est grave? Parce qu'on ne l'utilise pas à ce moment-là. Donc, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'en 3G, en 4G, en Wi-Fi, j'en sais rien, il y a quand même des ondes qui passent au-dessus de nous là? Bah oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, il continue à émettre. Hein. Il continue à émettre. Et si vous l'avez sur la table de nuit qui est à 20 cm de votre tête, voilà, hein. C'est pas exactement la même chose parce que c'est... C'est moins grave que coller. Oui, bon, mais malgré tout, si vous passez C'est pas neutre. 8 heures comme ça avec votre téléphone qui est pas très loin de votre tête, vous recevez quand même des ondes électromagnétiques qui sont peut-être pas aussi intenses que quand vous l'avez contre l'oreille, mais ça fait beaucoup de temps. Et dans le champ des ondes, je sais pas, d'habiter sous une antenne relais ou à côté, on dort, si son lit est installé près d'une prise électrique, est-ce que c'est plus grave? Moi, je connais rien, moi. Mais ça, je pense que Antoine va pouvoir l'expliquer. C'est le phénomène de ces ondes pulsées. Je crois que c'est ça. C'est que Allez-y, Antoine, ouais. les champs électromagnétiques aujourd'hui qui posent problème pour la santé, vous avez plusieurs sortes. Vous avez les champs d'extrêmement basse fréquence qui ont des portées très lointaines et c'est tout le débat notamment des lignes à haute tension et de tout ce qui est le courant électrique notamment. Mais vous avez aussi les micro-ondes pulsées qui sont donc celles utilisées par la téléphonie mobile, le Wi-Fi, etc. qui n'ont rien à voir avec les ondes qui sont les ondes radio, les ondes TV, les ondes hertziennes classiques, etc. Et c'est celles-ci qui sont mises en cause au niveau de leur nocivité potentielle. Donc c'est vrai que on est traversé par les ondes, il y en a beaucoup. Maintenant, le téléphone représente un objet particulier parce que c'est celui qu'on a en permanence sur soi. C'est celui qui émet à la puissance la plus forte. Un téléphone émet des centaines de fois plus fort qu'une box Wi-Fi. Et vous l'avez en permanence sur vous, contre votre tête. Des centaines de fois? Une Professeur, box ouais. Wi-Fi, c'est quelques milliwatts, quelques dizaines de milliwatts, là où un téléphone portable peut émettre également jusqu'à 2 watts. Donc sur le Wi-Fi, il n'y a pas de problème, on peut dire ça ou pas, professeur, sur le Wi-Fi? Il y a, si vous voulez, comme vient de le dire Il y a plein de Antoine, polémiques là-dessus, hein, des non, mais bibliothèques municipales, tiens, nous on ne veut pas de il y a Wi-Fi, pas de- patati patata. le danger est 100 fois plus faible parce qu'évidemment la quantité d'ondes émises est beaucoup plus faible. Donc on n'est pas du tout dans la même gamme. Pas du Pour tout. ceux qui s'inquiètent, là, chez Pas eux, du ils se connectent à leur Wi-Fi, mais ils voient que finalement on leur propose 20 ou 30 box qui sont visiblement autour, hein, ce sont les voisins. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter là, Antoine. Disons que c'est plutôt ça le problème, c'est-à-dire que la puissance d'une box, à partir du moment où on la garde à distance, qu'on ne dort pas et qu'on ne vit pas à proximité immédiate, qu'on l'éloigne le plus possible, ne pose pas vraiment de problème. Après, il y a un débat scientifique sur la toxicité potentielle des fréquences de 2 Go 4, maintenant on est sur 5 Go sur les box Wi-Fi, donc aujourd'hui la science n'a pas su faire le tri entre les fréquences. Est-ce que le 900 MHz, le 1800, les fréquences de la 3G, de la 4G sont moins toxiques que le Wi-Fi du 2 Go 4, 5 Go? On n'en sait rien, c'est ça qui peut être mis en cause finalement, Et au-delà de la pourquoi on a puissance. fait une loi, professeur, pour notamment interdire dans les crèches, je crois, crèches ou écoles maternelles, la présence de Wi-Fi? C'est un principe de précaution. D'accord. C'est un principe de précaution. Si vous voulez, sachant toujours que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on s'adresse à cette population Ouais, pour les enfants, d'enfants attention, très jeunes, il faut faire extrêmement attention parce qu'on ne connaît pas très bien la sensibilité de leur cerveau. Tout ce qu'on sait, c'est que le cerveau en construction est beaucoup plus sensible qu'un cerveau adulte à toutes ces ondes. Ça, vous l'avez testé sur le rat aussi, sur Oui, ça. Alors justement, petits il y rats, a un certain nombre de travaux qui ont été faits, en particulier par René Dessès, dont j'ai cité le nom tout à l'heure, qui a montré que sur des jeunes rats, il y a effectivement beaucoup plus de sensibilité. Donc c'est quelque chose qui est vraiment maintenant bien établi. Donc il faut faire attention. Et vous nous C'est rappelez vrai. le parallèle entre le rat et l'homme? On a combien de gènes en commun? Enfin, combien de... C'est pas une question de gène, c'est une question, si vous voulez, au niveau. Moi, la chose que je connais bien, puisque je suis neurobiologiste, c'est ce qui se passe au niveau du cerveau. Et donc, on sait très bien que le cerveau d'un rat et le cerveau d'un homme fonctionnent de la même façon. Frédéric, Fonctionnent de la même façon. une dernière question. avant J'avais la une pause. question pour le médecin Oui. que vous êtes. Ce que les gens, les malades ou électrosensibles que vous voyez passer dans votre cabinet, quelle est la gradation des symptômes que vous voyez? Est-ce que ça va du mal de tête, des acouphènes? Est-ce qu'il y a des gens
qui ne peuvent pas vivre dans un environnement plein d'ondes. Quel est l'éventail des il y a un éventail qui est énorme. Un éventail qui est énorme. Bon, moi, je ne vois pas beaucoup de patients parce que l'essentiel de mon activité, c'est une activité de recherche, mais je vois quand même quelques patients. J'en ai vu il n'y a pas très longtemps dans mon cabinet, dans mon laboratoire à l'hôpital, et certains sont extrêmement gênés et d'autres se plaignent effectivement de céphalées, d'acouphènes, c'est-à-dire, vous savez, ces bruits bizarres que l'on entend dans l'oreille, petits sifflements. Ils ne sont pas fous, c'est comme ça. Alors, certains, effectivement, chez certains de ces patients, il y a une amplification, je dirais, psychosomatique. Parce que, bon, j'ai fait une expérience très très simple avec certains de ces patients en leur disant, voilà, certains disent, je ne peux pas être dans une pièce où il y a de la Wi-Fi, etc. Je ne supporte pas. J'ai dit, bon, pas de problème, on coupe toute la Wi-Fi dans le laboratoire avant que vous arriviez, donc il n'y aura pas de Wi-Fi. Et puis, j'avais rien coupé. Et puis, certains m'ont dit, effectivement, je ne suis pas gêné. Voilà. Bon, donc, il y a, si vous voulez, je crois qu'il faut être très prudent parce qu'il peut y avoir une amplification psychosomatique, mais il y a des patients qui sont horriblement gênés, qui, arrivant justement là, disent « mais c'est insupportable, je ne peux pas entrer dans cette pièce ». C'est peut-être le cas de cette femme, cette plaignante qui a gagné, on le rappelle, à un tribunal, le tribunal de Toulouse, c'était il y a quelques semaines de cela, cet été. Certains sont passés à côté, alors pas les associations qui se battent contre notamment la présence des antennes relais en France. Elle a gagné, elle est reconnue handicapée, je crois, à 85%, avec une indemnité qui va durer 3 ans et qui pourra être reconduite. Voilà ce qu'a dit la justice française, qui est peut-être un temps d'avance, on ne sait pas, sur le politique, sur la loi. On en parle juste après ça, vos questions, vos commentaires sur TechCo, TECHCO. On parle des ondes ce soir, de l'électrosensibilité, une croyance ou une vraie maladie sur BFM Business. À tout de suite. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. En direct toujours, en 21h25, on est sur BFM Business, sur TechCo, vos questions, vos commentaires. Pour nos invités, ce soir, on parle de l'électrosensibilité avec le professeur Privat, Alain Privat, donc neurobiologiste, membre de l'Académie de médecine, avec Antoine Samac, qui a développé avec son frère jumeau, Mathieu Samac, le Phase-Up, donc, et ce patch qu'on colle sur son smartphone pour réduire les émissions d'ondes. Fred Berger, Frédéric est toujours avec moi. On raccroche effectivement, Frédéric, sur cette femme, ex-journaliste d'ailleurs, je le précise, qui a gagné, qui vit maintenant depuis 4-5 ans, je crois, recluse comme ça au fin fond d'une montagne française, donc coupée de tout, antenne relais, elle n'a rien, elle n'a pas de wifi chez elle, mais elle a été reconnue il y a quelques semaines de cela, électrosensible, mais malade, handicapée. Oui, en fait, elle est donc inapte au travail, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, elle vit effectivement dans un endroit isolé, recluse dans les montagnes de l'Ariège, qui sont fort sympathiques quand on s'y promène, mais quand on y vit, même notamment l'hiver, c'est moins évident. Donc, en fait, ce qu'elle a réussi à obtenir, c'est une reconnaissance de son handicap et d'une allocation de handicap, donc lié à son handicap, qui lui permettrait de vivre, puisqu'elle est totalement à la merci, je crois quand même qu'elle est au crochet, entre guillemets, enfin, où elle vit grâce à sa famille, financièrement, puisqu'il faut quand même manger tous les jours. Donc elle a obtenu, ce jugement lui permet d'être reconnue en son handicap et de bénéficier de l'allocation handicapée, donc qui est de l'ordre de 800... pas énorme, oui. Non, qui n'est pas énorme, quand on est handicapé, c'est jamais trop... c'est pas extraordinaire. Donc voilà, c'est surtout ça. Donc elle a obtenu ce jugement, elle a pris une avocate qui l'a défendu, qui a obtenu, il y a un médecin expert qui s'est prononcé, et donc c'était au mois de cet été. Donc voilà, elle a obtenu ce... Et là, les associations environnementales, écologistes, qui se battent contre les opérateurs sur l'implantation des antennes relais depuis des années, ont crié victoire en disant, tiens, ça y est, la justice nous reconnaît pour la première fois et a sûrement un temps d'avance sur les politiques. Oui, c'est effectivement, l'association a pris prétexte de cette décision, première du genre, unique pour l'instant, pour effectivement dire, voilà, suivez cette voie, ceux qui... Dans ce cas-là, on parle des gens qui sont vraiment durement affectés, c'est-à-dire qui deviennent presque asociales, puisqu'ils ne peuvent pas vivre dans un environnement urbain classique, donc ils se réfugient dans très faible... On parle des zones blanches, enfin c'est un peu lié au problème des zones blanches. Il y a certaines associations qui réclament des zones sans ondes, donc dans des campagnes, je ne sais pas, ou autres, pour que les gens qui sont vraiment durement affectés par l'électrosensibilité puissent... Il y en a encore pas mal en France. Voilà. Oui, même si les opérateurs nous disent c'est bon, on se couvre 99%. On veut combler les zones blanches,
mais il y a des gens qui en du veulent. territoire, il en Voilà. reste. Professeur Alain Privat, vous nous disiez avant la pause, ça concerne très peu de gens. Hein. Là, Oui. cette, Oui, ça concerne environ... des milliers de gens, peut-être enfants. Oui, 1 sur 10 000 à peu près, peut-être. Mais si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est, je prends une analogie qui n'est pas très bonne, comme toutes les analogies, l'intolérance au gluten. Bon, Oui. vous avez des gens qui ont une intolérance au gluten qui est absolue et qui ne peuvent pas absorber la moindre particule de gluten et qui sont extrêmement malades. Et il y a Et puis- 20 ans, ça existait déjà, personne n'en parlait. Oui, bien Aujourd'hui, sûr. partout, Monoprix, Et Auchan, puis- vous avez et des puis- produits et sans puis, gluten. Voilà, et puis d'autres personnes qui supportent plus ou moins bien le gluten, etc. Bon, moi-même, le gluten, c'est pas fameux, mais ça me gêne pas tellement. Vous avez la même chose pour le lactose, Ouais, et etc., autres. etc. Ouais, ouais. Et donc là, c'est D'arachide. un peu la même chose, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui présentent certainement, et ça on n'a pas encore pu vraiment le caractériser sur le plan physiologique, sur le plan biologique, mais une intolérance à ces ondes. Et là, on comprenne qu'on ne change pas tout le système quand même pour ces gens-là, même s'il faut prendre en compte évidemment Bien cette sûr, maladie, bien sûr. les suivre et leur proposer d'être un cadre adapté, Mais mais en- pas non plus Mais en même couper temps, les antennes. mais en même et temps, tout ça. c'est une alarme. Et Ouais. pour nous, chercheurs, ça veut dire qu'il y a quelque chose. La vieille théorie de Claude Bernard, c'est on regarde un phénomène, on fait une hypothèse et on essaie de la prouver ou de montrer qu'elle n'est pas bonne. Et là, c'est un signal d'alarme qui nous dit il y a quelque chose. Et donc, notre rôle et notre devoir à nous, chercheurs, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe pour éviter que des milliers, des centaines de milliers, peut-être des millions de personnes Et pourquoi présentent des ça- troubles. Ce ne serait pas une épidémie. Enfin, je veux dire, Non, ça ne serait pas une épidémie. Ça va mais pas se on, transmettre. quoi. on pourrait peut-être, si on ne fait pas vraiment attention, si on ne prend pas des mesures, je dirais, de précaution, on pourrait peut-être dans 20, 30, 40 ans se rendre compte que le fait d'avoir téléphoné pendant 2 heures par jour avec le téléphone contre l'oreille entraîne, qui sait, une occurrence plus fréquente de Parkinson, d'épilepsie, de choses comme ça. Donc notre but, c'est éventuellement de prévenir, parce que guérir, c'est bien, mais si on peut arriver à prévenir, si on peut arriver à comprendre le phénomène et à partir de cette compréhension prévenir, ça c'est notre vrai rôle de médecin. Et là, on en revient au rôle des politiques, hein, en disant tiens, si vous ne nous avez pas assez prévenu, l'amiante et tout ça, c'est les scandales qu'on ressort. Je n'ai pas cité le cas de régulièrement. l'amiante, effectivement. C'est pas Vous tout à fait connaissez Alain pareil. Privat, le professeur Belpomme? Oui, bien sûr. Oui, On oui, cite pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un c'est- cancérologue, vous êtes c'est un cancérologue que je connais bien. Lui, il met les pieds dans le plat, il dit que donc, l'électrosensibilité doit faire partie, en tout cas pour lui, fait partie des nouvelles maladies environnementales, au même titre que effectivement, les pathologies dues à l'amiante, aux pesticides et aux autres perturbateurs endocriniens. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ou pas? Moi, sur le principe, je suis d'accord. Je pense qu'il faut, à partir de cela, si vous voulez, être le plus rigoureux possible, et c'est-à-dire faire des études très complètes, à la fois sur le plan des mécanismes et sur le plan de l'épidémiologie. Savoir qui est atteint, pourquoi, comment, etc., l'environnement et tout ça. Ça, il faut le faire, et ça, on ne l'a pas fait. C'est ce qu'on doit faire absolument pour, encore une fois, prévenir, pour ne pas être obligé de soigner plus tard. Il y a des études depuis 20 ans quasiment, partout dans le monde. Frédéric? Je parle sous le caution du médecin qui est là. Évidemment, les études en fait, prouvent qu'il y a des effets sur la santé, mais le problème, c'est il y a une corrélation, et le problème, c'est d'établir un lien de causalité. Voilà. C'est ça, on C'est n'arrive pas pas à neutre, prouver mais est-ce que ça scientifiquement. provoque pour On sait que autant le tabac provoque le cancer du poumon, fumer trop. Toujours pas interdit. Voilà, ça c'est oui, c'est un problème, c'est une source de revenus importante pour l'État. On n'a pas prouvé scientifiquement que téléphoner tous les jours provoquait le cancer ou des troubles avérés. On peut suspecter qu'il y a corrélation, pour l'instant on en est ça, il y a une corrélation éventuelle, On est au niveau Voilà. de corrélation. mais on n'a pas encore établi la causalité. C'est ça qui manque et c'est pour ça que le débat perdure à l'infini. Mais il y a quand même Il y a quelques chaînons manquants, voyez-vous, voilà. dans cette histoire. Il y a quelques chaînons manquants et il faut absolument arriver à les découvrir. Et pour ça, effectivement, il faut se donner les outils. Il faut que les physiciens, que les biologistes, les inventeurs, M. Zamac, les gens avec qui vous travaillez, se mettent tous ensemble pour essayer de comprendre ça. Antoine, vous n'êtes pas le seul, j'imagine, sur ce créneau-là, mais on n'en reçoit pas tous les jours, hein, des startups qui au contraire, on reçoit toujours des objets connectés, parfois pour les très jeunes enfants, voire les bébés, et je pose la question en disant, mais les parents ne vont pas être inquiets, ils ont toujours une réponse, ne vous inquiétez pas, ça envoie un message une fois, c'est pas connecté en permanence, il y a toujours... C'est prévu dans le discours. On est mal informé en fait. Je pense que trop d'informations tue l'information et que trop d'informations contradictoires banalisent quelque part presque le risque. C'est-à-dire que les gens se disent bon, ça doit être dangereux. La plupart des gens pensent que c'est dangereux, mais en même temps, c'est pas si dangereux que ça.
Et puis finalement j'ai une utilisation modérée de mon appareil, même si je l'utilise 4 heures par jour ou 2 heures. Et ce patch, en quoi c'est pas non pas du marketing, mais voilà, quelque chose où je me dis, je vais mettre ce patch, ça coûte 15-20 €, et puis je vais être tranquille. En quoi ça marche? Comment vous prouvez ça à vos consommateurs, à vos clients? Ça marche tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de produits qui ont existé jusqu'à présent, mais qui ne démontraient pas leur efficacité. C'était vraiment dans les milieux assez ésotériques, etc., avec des médecines parallèles, qui peuvent avoir certaines valeurs. Maintenant, ça n'a pas une reconnaissance scientifique absolue. Aujourd'hui, nous, la différence majeure sur ce produit-là, c'est que nous avons réalisé des mesures de DAS, donc le débit d'absorption spécifique, qui sont obligatoires pour les constructeurs de téléphones portables avant de mettre un mobile sur le marché. Et nous avons suivi exactement le même protocole de test avec et sans notre dispositif. Et donc, nous avons pu mesurer, donc le laboratoire Emitech, qui est accrédité par le COFRAC pour les mesures de DAS, a émis des rapports de mesure montrant que nous réduisons jusqu'à 99% la quantité d'ondes absorbées lorsqu'on téléphone, mais en moyenne c'est plutôt des réductions de l'ordre de 80 à 90% sur toutes les bandes de fréquences. Donc ça, c'était déjà la première chose, c'était de dire voilà, on arrive avec des tests scientifiques qui sont normatifs, donc clairement c'est un gros coup de neuf sur ce secteur-là, et ça a été beaucoup de travail pour arriver justement à faire fonctionner ce produit de manière aussi efficace sur beaucoup de mobiles. Donc ça c'est la norme internationale. Dans un deuxième temps, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille plus loin parce que effectivement le DAS personne ne connaît, d'une part, et puis d'autre part, bon, est-ce que les gens sont prêts à investir de l'argent pour réduire leur absorption des ondes sans être capable de le mesurer eux-mêmes et sans avoir finalement de visibilité clairement sur le bénéfice du produit. Et donc on s'est lancé dans un test consommateur indépendant, ce que personne ne fait aujourd'hui parce que c'est sans filet. Vous lancez un test consommateur, les avis consommateurs sont publiés et vous ne pouvez rien y faire, ni les modifier, ni les retoucher, ni les modérer. Donc c'est pour ça que les sociétés hésitent aujourd'hui à se lancer là-dedans. Par contre, quand vous êtes sûr de votre produit, que vous avez un bon produit, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et donc on s'est adressé à une société qui s'appelle Tester Tout, qui fait des tests consommateurs pour des grandes marques. Et on leur a dit, voilà, trouvez-nous 1000 personnes qui utilisent leur mobile au moins une demi-heure par jour et qui déclarent ressentir fréquemment au moins 2 symptômes que nous on estime être liés à l'électrosensibilité. Donc c'est les maux de tête, les acouphènes, les troubles du sommeil, les vertiges, les picotements, les échauffements. Voilà, pour simplifier. Donc ils nous ont trouvé 1000 personnes qui correspondaient à ces critères-là. Ils ont reçu donc chacun un produit. Ils avaient 1 mois pour le tester et 1 mois pour publier un avis sur le produit. Et là, les résultats ont dépassé de loin toutes nos espérances. Plus de 85% des gens déclaraient avoir une réduction ou une diminution totale de leurs symptômes, même les épileptiques. 100% sur les épileptiques. Alors, il n'y avait pas de placebo. Donc évidemment, il y a forcément une partie des gens pour qui il y a eu un placebo. Ouais. On sait que même dans l'industrie de la pharmacie, vous avez des médicaments qui ont 70% d'efficacité, dont 60% placebo. Donc c'est pas... Tant mieux, si ça marche. Et tant mieux, bien sûr. Oui. Partie de la médecine. Ouais. Frédéric, je vais expliquer qu'en fait, votre produit, en fait, c'est une pastille qu'on colle sur la coque. Donc, au dos du téléphone. Voilà, du téléphone, au dos du téléphone, et qui freine les ondes, freine l'émission des ondes sur le corps humain. Donc une forme de petit blindage. Ça coûte combien et on le trouve où Alors ça coûte 29,90 €, ça se vend en pharmacie et en magasin bio, principalement. Et vous l'avez testé, vous avez expliqué le processus là, c'est un peu comme une medtech quoi. Vous avez eu des phases. Exactement. Ouais. En fait, on essaie de devenir quasiment un dispositif médical, c'est-à-dire que au lieu d'être simplement un accessoire qui dit voilà, on réduit les ondes du téléphone, on veut prouver clairement le bénéfice du produit sur la santé et quelque part c'est là où on intervient réellement sur l'électrosensibilité. C'est-à-dire de dire que l'électrosensibilité, c'est pas simplement les gens qu'on voit dans les grottes. Est-ce que la Sécu devrait rembourser Alors moi je pense, si vous voulez, que maintenant il y a une étape incontournable, c'est faire un test contre placebo. Et ça, à ce moment-là, la Sécu sera obligée de le faire. Bon, c'est la prochaine étape alors. Écoutez, on peut effectivement discuter avec des scientifiques. C'est vrai que c'est un de nos objectifs de faire une étude clinique pour répercuter, donc pour reproduire ce test consommateur, bien sûr avec une rigueur scientifique très forte et avec bien sûr des placebos pour clairement évaluer les bénéfices du dispositif. Mais je pense qu'on obtiendra des résultats qui ne seront pas éloignés de ce qu'on a eu. J'avais juste une question, est-ce que les fabricants de ces téléphones font des efforts eux-mêmes pour réduire, est-ce qu'il y a l'équivalent des émissions de CO2, si j'ose dire, pour les téléphones, c'est le débit d'absorption spécifique, est-ce qu'ils font des efforts sur le DAS pour que ces émissions soient plus réduites et moins d'impact sur la santé humaine? Alors ils font un effort, mais c'est un effort marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme les recommandations officielles tendent à dire qu'il faut mieux s'équiper d'un mobile ayant un DAS faible, beaucoup de gens tiennent compte de ce paramètre-là. Le problème, c'est que les mobiles à DAS faible sont conçus d'une certaine manière pour moins rayonner sur la face avant du téléphone, pour
pouvoir réduire ce fameux niveau de DAS. Le problème, c'est que bien souvent aussi, ils ont une sensibilité réseau qui est moins bonne. Ce qui fait que si vous vous retrouvez fréquemment dans des zones de réception qui ne sont pas très bien couvertes, un téléphone avec un DAS faible va en moyenne vous exposer davantage qu'un téléphone qui a une meilleure sensibilité réseau. Et ça, c'est un vrai problème. Bon, oui, c'est presque les affaires, Ça peut être les moteurs potentiellement truqués de contre-productif. Volkswagen. Là, c'est compliqué à suivre, mais on voit qu'il y a une astuce, en tout cas, que ça règle pas le problème. Merci à tous les trois, messieurs. Alain Privat était avec nous ce soir, neurobiologiste. Antoine Sabat, qu'on vient d'écouter, donc pour Phase Up, l'entreprise qui propose ce patch à coller sur son smartphone, et Frédéric Berger, bfmbusiness.com. 21h37, on est encore ensemble pendant une petite heure. À tout de suite.